Salut Bruno. Bonjour Bruno. Ouais, Bruno. Merci de nous partager ta collection. Donc là, on va faire un petit tour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes et puis que tu nous expliques ce que tu fais, depuis combien de temps. Et présente-toi. Ok. Et je te poserai des questions au fur et à mesure. Alors moi j'ai découvert le bonsaï en Thaïlande en 1991. D'accord. Donc j'en ai ramené un dans l'avion évidemment, mais j'y connaissais rien donc il est vite mort. Ok. Par contre, ça m'a intrigué, donc j'ai cherché un livre qui en parlait à l'époque et j'ai commencé avec le livre de Harry Tomlinson et j'ai fait en autodidacte pendant 13 ans. C'était dans les années quoi ça? C'était de 91, à partir de 91. D'accord. Voilà, donc pendant 13 ans tout seul dans mon petit jardin. C'était un hobby qui est devenu une passion dévorante comme tous les bonsaïkas le savent. Ouais. Et puis ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Hideo Suzuki à une exposition à Montpellier qui avait été organisée par Gilbert Labride à l'époque. À ce moment-là, il était question peut-être que quelques Français puissent apprendre au Japon grâce à la Scuola d'Arte, l'école italienne que tout le monde connaît. Donc j'ai intégré l'école et j'ai fait 8 ans avec eux. Ok, donc cursus complet. Cursus complet, ouais. Voilà, on est peu effectivement à avoir terminé. J'ai fait 5 ans avec Hideo Suzuki et puis ensuite 3 ans avec Keizo Ando. Déjà c'est pas mal. Voilà, avec bien sûr plusieurs voyages au Japon également, puisque j'ai essayé d'aller le plus souvent possible au Japon. Ouais. J'ai été diplômé en 2010 de la Scuola d'Arte. Ok. Et puis j'ai créé mon entreprise, moi, parce que je viens du milieu commercial, hein, j'étais cadre commercial. D'accord. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte et de faire du bonsaï mon métier, ainsi que quelques jardins japonais. Ok. Et j'ai attaqué en 2005. Donc tu t'es installé en 2005. En juin 2005, je me suis installé au cœur de Lyon, près du quartier de la Pardieu. D'accord. Voilà, on m'a pris un petit peu pour un fou à l'époque, pour dire la vérité. Et puis j'ai dit, je vais créer ma propre école également, je vais transmettre maintenant ce que moi j'ai pu apprendre. Voilà. Ouais. Donc j'ai ouvert une classe chaque année, depuis 14 ans. Ok. C'était des classes de 10-12 personnes, j'ai à peu près 140 personnes qui ont suivi mes cours. Voilà, et là j'ai pris beaucoup de plaisir, il faut avouer, à transmettre tout ça. Tu as des classes ou tu as des écoles un peu partout? Alors un peu partout non, j'ai des gens d'un peu partout qui viennent sur Lyon, j'ai des Marseillais, il y a des gens qui viennent qui font 3, 400 km. Dans ce sens-là, ok, c'est voilà. pas mal. Et puis j'ai aussi depuis 4 ans ouvert l'école à l'île de la Réunion. Voilà, puisqu'il y a des Réunionnais qui sont venus en Europe voir un petit peu qui pouvait leur apprendre, etc. Des fois tu nous fais des petits reportages sur Facebook, tout à fait. On te voit, donc je vous mettrai un lien là. Ouais, j'ai du Facebook, j'ai Instagram, j'ai des sites internet, etc. Et donc une trentaine d'élèves également à l'île de la Réunion. Ah oui, c'est bien. Ouais. Où là bien sûr je prends plaisir, mais aussi puisque l'île est magnifique, il y a des espèces fantastiques. Est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu travailles là-bas comme espèces? Eh bien les espèces de là-haut. Les espèces de là-haut, donc des bougainvilliers, des durantas, des srizacotes, des tamarins, et voilà, tous les arbres qui vivent là-haut. Pas de pin sylvestre? Non, pin sylvestre c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors par contre il y a des climats très différents et dès qu'on monte un petit peu près des volcans, on peut cultiver des pins. Hein. D'accord. On peut cultiver des pins. Ce qui est très drôle à La Réunion, c'est que en 10 minutes de voiture et en 10 km, vous allez changer de climat, vous allez changer de végétation. Ouais, c'est des biotopes différents au fur et à mesure que tu montes. Absolument. D'accord. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que les Réunionnais, ceux qui habitent en bas cultivent des espèces d'en bas, ceux qui habitent en haut, des espèces d'en haut, ils s'échangent les arbres. Si moi je veux des pins, toi tu habites en haut, tu vas prendre les miens. D'accord. Ça c'est assez chouette aussi. Ce week-end, tu es donc l'invité d'honneur de mon livrier. Ouais. Tu as fait une démo sur cet arbre-là. Sur un pin sylvestre qui fait partie de la collection du parc de Montlévrier. D'accord. C'est un semis de 1976. Ok, donc ils sont partis du semis. Du semis. Comme quoi, c'est possible de faire un arbre à partir de semis. Bien sûr, c'est possible, il faut juste le temps. C'est ça. Voilà, donc on a fait une petite démonstration hier, une remise en forme et un changement enfin. Ouais, je vous le montrerai mieux là parce qu'on n'est pas du tout sur la face, sur le côté où je suis là. Il y a un plan là où vous voyez là où ils sont en train de le travailler et je vous montrerai le plan avec l'arbre plutôt fini. Allez, dans les questions un peu perso, qu'est-ce qui te plaît dans le bonsaï? Ce qui me plaît dans le bonsaï, c'est la nature. C'est la nature et montrer la beauté de la nature. Voilà. Okay. Moi, vraiment, ce que j'attache beaucoup d'importance à montrer un paysage. D'accord. Montrer le paysage. Pour moi, le bonsaï, ça va beaucoup plus loin qu'un arbre dans un pot. Okay. Ce que j'aime, c'est que les gens arrivent à imaginer derrière la montagne, la cascade. Ouais, tu veux raconter une histoire. Absolument, okay. Absolument. Je suis débutant, comme on l'a été tous. Allez, les deux conseils. Un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement pour commencer, et l'autre conseil, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en bonsaï. Est-ce que tu comprends bien ma question? Oui, bien sûr. Alors à mon avis, ce qu'il faut faire pour débuter, c'est ne jamais perdre l'esprit de se faire plaisir. Ah, ça c'est bien que tu dis ça. Se faire plaisir.
même si on a quelque chose qui n'est pas extraordinaire, on peut prendre plaisir avec n'importe quoi, Ok. franchement. Je conseille plutôt aux débutants de démarrer sur des plantes pépinières, Ouais. des jeunes plantes, Ouais. déjà qui sont pas trop chères. Oui. Et puis de ne pas commencer sur des arbres centenaires, etc. évidemment, et de les abîmer. On n'attaque pas directement par un yamamori. Non, je pense qu'il faut vraiment respecter la plante, surtout Ouais. la plante, pensez toujours à la santé d'abord. Ouais. Donc, Bonne je pense- culture. Bonne culture. C'est capital. Ouais. Si on ne sait pas cultiver, ça ne sert à rien de mettre du filet de taille. On est d'accord. C'est la première chose, on doit être des bons jardiniers, Ok. et bien connaître les plantes. Voilà. Donc il me semble important pour les néophytes de démarrer sur des plantes qui vont accepter, on va dire, les erreurs de débutants. Ok. Nous à l'école, on travaille par exemple beaucoup pendant plusieurs années des genévriers, des pins, parce que c'est souple, c'est facile, Ouais. ça accepte les erreurs, etc. Et un feuillu, tu conseillerais quoi? Feuillus, les érables, les charmes, les hêtres. Voilà. Ok. Ouais, finalement, de l'autochtone, quoi. Absolument. Ok. Moi, je ne fais que des arbres autochtones qui vivent dans ma région. Bon, j'ai la chance d'être à Lyon, Ok. donc je suis au pied des Alpes. Je travaille bien sûr quelques essences japonaises, mais surtout ce qui vit autour de chez moi. Voilà. Et donc ça, c'est le truc à faire et le truc à pas faire. Le truc à pas faire, c'est, je pense au départ, vouloir écouter les conseils des uns et des autres. Parce que vous allez en avoir 10 000 différents. Ouais. Ou aller sur la toile, par exemple, sur Ouais. Internet. Et je pense que les gens se perdent plus qu'autre chose. Ok. Parce qu'on entend des sons de cloche différents, évidemment. Tout à fait. Et les gens sont perdus, ils ne savent pas qui croire, qui écouter, etc. Je pense qu'il faut choisir quelqu'un, choisir Son une sensei. formation, Ouais. voilà, et s'y tenir. Ok. Faire le parcours avec la personne avec laquelle vous avez choisi. Et puis ensuite, bien sûr, une fois que ce parcours il est fini, ça ne vous empêche pas d'aller voir ailleurs et de créer votre propre route. Ouais. Hein. Mais je pense que le bonsaï est très complexe, très compliqué, on a besoin d'aide, on ne peut pas faire tout seul. On va faire le tour de ta collection. Tu vas nous parler rapidement Ouais, avec plaisir. de tes arbres. Et puis on va s'arrêter peut-être sur un en particulier. D'accord. Alors, Donc là, on a un Mugo que j'ai prélevé dans les Alpes avec un Italien qu'on connaît un peu dans le monde du bonsaï aussi, qui s'appelle Bruno Mazza. d'accord. Ah oui, je connais très bien. Il a Voilà, aussi, d'ailleurs. donc on a prélevé ça en 2002. Ok. En 2002. Alors évidemment, il ne ressemblait pas à ça, hein. Il y a eu pas mal de travail. C'est toi qui as fait cette branche là? Alors, en fait, j'ai prélevé cet arbre parce qu'il y a deux choses qui m'ont plu dans cet arbre. Un, il était très vieux, l'écorce, Ouais. on voit l'empilement des écailles sont très petites, très empilées. Et puis il y avait surtout cette branche en Fantastique, Z. cette branche. Et ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment la chose qui a attiré mon regard pour prélever cette plante. Parce qu'après, c'était une catastrophe. En fait, ici, ça allait tout droit là-bas. Et il y avait une énorme branche derrière. Ça partait en V comme ça. Ok. Mais je savais que j'avais une bonne matière pour faire bonsaï. Alors voilà, je travaille celui-là depuis 17 ans. D'accord. Il manque encore de maturité, mais je pense qu'on est parti sur une belle voie. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cet arbre, c'est effectivement, moi, ce qui m'a flashé de suite. Bon, forcément, ce qui est très marquant, c'est ce charri, effectivement, qui donne cet aspect un peu vieux, mais la branche, moi, j'ai trouvé cette branche fantastique, avec ce petit bout de jean là qui dépasse sur le côté. C'est vraiment ce qui m'a plu dans cet arbre. Ouais, fantastique. Et comme quoi, vous voyez, des fois, un point sur un arbre, et après, le reste, quelque part, tu l'as Tout à fait. Tu l'as construit. Absolument. Et ça fait un arbre de caractère. Et le seul jean qui était présent à l'époque, c'était celui-ci, qui était un peu plus long. Mais après, tous les bois morts ont été créés, mais celui-ci existait déjà. Ah, le charri n'y était pas? Non, le charri n'y est pas. Ah oui, d'accord. Ah, Là non plus, c'est en pliant que ça a séché et en coupant les branches ici que ça a séché là. Ok, ah oui. Ouais, finalement, c'était une bonne solution aussi de faire ce charri parce que ça te faisait peut-être une grosse masse. Absolument. Ça te faisait une partie peut-être un peu droite et le fait de mettre un charri, ça habille. Ok, Voilà. super arbre. Donc après, Alors après, on a une forêt de Picéabies. Alors ça, pour la petite histoire, en fait, ce sont des semis. ok. On est parti de semis, et ces semis viennent de monsieur André Montagne, Alors, qui est très je connu ne sais pas si vous également. voyez le plan. On se croirait presque en forêt. Ok, donc Alors André Montagne était un ingénieur agronome qui habitait dans la Drôme d'accord. et qui a fait du semis, des petits arbres, etc. pendant toute sa vie. À la fin de sa vie, j'ai été passer le voir et j'avais acheté donc des semis qui étaient dans un godet individuel. Ok. Donc le plus grand avait déjà 30 ans quand je l'ai acheté, moi, Ah, il y a 17 ans. Ouais. Et On le les voit autres- l'écorce, hein. Et les autres avaient 15 ans. Donc j'ai acheté ces petits arbres et j'ai créé cette forêt en 2002 avec Hideo Suzuki à l'école. Ok, d'accord.
Donc au début dans un pot, et puis ensuite j'ai trouvé une lose en montagne magnifique. Donc elle a plus de 15 ans en fait. Ah, de travail, oui. Ouais. Oui, oui. Ok. Et maintenant je trouve que ça y est, elle prend la maturité. Ah oui, si on prenait la photo, alors bon, en enlevant le fond bien sûr, là vraiment on est dans les proportions d'un petit bosquet vraiment sympa. Peut-être que je vous ferai un jour une vidéo sur la forêt ou éventuellement on pourrait faire une vidéo parce que là aussi il y a quand même quelques critères à respecter quand on fait une forêt. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Allez. Alors là tu as une petite collection Donc là, de petits. Et une petite composition de Choïn. Ouais. Pour la petite histoire aussi, la petite forêt d'orme de Zelkova, là on est parti de semis aussi il y a 15 ans. D'accord. Ok. Voilà. Ensuite évidemment, il y a quelques pièces qui sont venues du Japon, mais il y a plus de 10 ans. Ah, ils sont fantastiques, c'est terrible. Voilà, on connaît la difficulté des tout petits arbres Ouais. de moins de 22 cm, surtout à cultiver. Les pots là, je ne sais pas si vous voyez les mailles là. Néanus. Eleanus, Pyracantha, Zelkova, érable, pin noir et un petit Diospyros kaki, le petit kaki japonais, malheureusement a perdu ses fruits dans le transport. Ah, bon. Allez, vite fait, histoire de passer une règle au passage. Dis-nous pourquoi on met toujours un résineux, pourquoi on finit toujours un résineux sur une armoire comme ça. En fait, l'armoire à Choïn, qui était originellement un meuble pour la cérémonie du thé, Ouais. les Japonais ont trouvé que ça convenait très très bien pour présenter les petits arbres. Pour eux, ça représente la montagne. Voilà. Donc on a toujours le pin en haut, puisque c'est celui qui vit le plus haut dans la montagne. Ok. Ensuite, on va avoir des arbres qui vivent au milieu de la montagne. On peut avoir des cascades, semi-cascades, et puis en général en bas, alors ce que j'ai pas forcément respecté là aujourd'hui, mais en bas c'est plutôt des arbres de plaine, plutôt calmes. On essaie également qu'ils se répondent, qu'il n'y ait pas de répétition de couleur de peau, de forme de peau. Et puis il y a un sens. Et il y a un sens, il y a une direction, on voit bien que les arbres se répondent dans l'armoire, et l'arbre principal du haut fait résonance également avec celui qui est tout à droite. Donc là, on est sur du plus gros. On est un peu plus gros, on a un Acer palmatum classique, où j'ai beaucoup travaillé sur le nébari, comme vous pouvez le voir. Voilà, on va se rapprocher du nébari parce qu'il est vraiment fantastique. As-tu des astuces à nous donner pour améliorer un nébari? Ah, c'est un peu compliqué, un petit peu lent à vous expliquer, mais il faut travailler surtout dessous le nébari. Il faut travailler vraiment dessous et ne pas hésiter à couper les grosses racines au profit des petites. Très bel arbre. Donc là, on est typiquement dans un style d'arbre qu'on peut trouver en plaine. De plaine, voilà, naturel. Regardez bien, je suis sûr que dans vos champs, vous avez des chênes ou des vieux feuillus qui ressemblent à ça. Tout à fait. J'aime bien, pour moi c'est très important qu'on voit un arbre naturel, qu'on ait la sensation que c'est pas l'homme qui a travaillé. Après un arbre, on en a discuté un peu en aparté, j'aime beaucoup cet arbre et j'aime beaucoup cette idée-là. Alors explique-nous. Alors en fait c'est un prélèvement de notre ami qui nous a quitté malheureusement, Laurent Bresse, qui avait prélevé ce pin sylvestre. C'est un arbre qui était couché à l'origine. On peut voir que en fait, la partie racinaire était enterrée. Et bien sûr, moi j'ai voulu le redresser. Et je me suis dit, ce nébari, ces racines, je vais en faire une force. Je vais montrer ça parce que je trouve qu'il remplit l'espace vide. Complètement. Et il montre la beauté du racinaire. Ça en fait un arbre très particulier. Parce que si je prends un peu de recul, et regardez, si je mets juste le doigt, et qu'on enlève quelque part cette partie racine, on se retrouve très vite avec cette longueur Absolument. Qui est un peu monotone. Absolument. Alors si on vient un peu plus sur la face, parce qu'on n'est pas sur la face. On voit bien que là, il y a plus de mouvement ici. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment un point focal sur ce nébari particulier. Ce qui est important, c'est les vides sont autant importants que les pleins. Et là, pour le coup, tu remplis bien un vide, quoi. Exactement. Exactement. Très bel arbre. Pensez pour notre ami Laurent. Exactement. Là, c'est une petite chose très simple. C'est un petit Ishizuki que j'ai fait avec ma fille. Ah, sympa. Ouais. T'essayes de transmettre? J'essaie de transmettre. Ça mord ou pas? Alors mon garçon, il n'a pas mordu, pas longtemps, c'est normal, hein, il a 22 ans maintenant, je crois qu'il y a d'autres occupations. Ma fille est un peu plus jeune, 19 ans, et elle a un peu plus mordu que le garçon. Okay. Donc on a fait ça tous les deux, et le but c'était de montrer un paysage plutôt genre Thaïlande, bord de mer, baie d'Along. Voilà, ce que j'allais dire, c'est tout à fait ça. Voilà, là on sent vraiment le paysage. Alors j'ai rajouté un petit tempai de mon ami Henk Frensen, que j'aime beaucoup, qui fait des miniatures en bronze extraordinaires. Et je trouve que la scène est parfaite. Voilà. On voit vraiment ces paysages au Vietnam, en Thaïlande. Le pot bleu qui nous rappelle un peu l'eau. Qui rappelle l'eau, voilà.
Avec une pierre, une plante, tout simplement, on peut montrer la beauté de la nature. Fantastique. Et on va essayer de s'arrêter un peu plus sur cet arbre. Alors Là, on est sur quoi là? Fagus sylvatica, le hêtre commun européen. Alors cet arbre vient du Bugey, en France. Cet arbre vient du Bugey. Ouais. Il a été prélevé il y a une vingtaine d'années à 1600 mètres d'altitude, qui est la limite des survies des caducs. Hein. On n'y trouve plus que des hêtres et des bouleaux. On est bien à la montagne, quoi. On est bien à la montagne. Et surtout, c'est un arbre qui était sur une crête exposé au vent, etc. Et je pense surtout qu'il était également sur un sentier où beaucoup de bétail passait. Ça se frottait là. Et je pense qu'ils ont bien marché sur le tronc, etc., etc. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert cet arbre, évidemment, c'était la puissance de ce tronc, la beauté, mais c'était surtout l'espace vide ici de la première branche. Voilà. Okay. Cet espace vide m'a vraiment plu. Les Japonais m'ont appris que la beauté était vraiment dans l'espace vide. Et je trouve que là, il exprime vraiment la montagne. Ça a été quoi tes difficultés sur cet arbre? Ça a été de densifier en arrière, parce que les branches étaient beaucoup plus longues. C'était un grand buisson qui devait faire un bon mètre cube d'envergure. Okay. Ça a été de rapprocher, on peut voir des coupes qui sont cicatrisées, mais ça a été de couper toutes les grosses branches et de rapprocher la végétation en repartant sur des petits bourgeons en arrière, etc. Ouais, parce que rappelle-nous rapidement, quelque part la règle ou quelque part la logique, les branches du bas doivent être plus grosses que... Bien sûr, voilà. Dans tous les arbres dans la nature, la première branche étant la plus ancienne, elle est forcément la plus grande. Et plus on monte dans l'arbre, plus les branches ont un diamètre inférieur. Ce qui peut être compliqué parfois en Yamadori. Très compliqué, puisque le Yamadori, il n'a pas poussé pour faire bonsaï. Voilà. Donc en général, il faut sacrifier les vieilles branches, les grosses anciennes, et on repart sur des nouvelles. Donc on garde un tronc, quoi. Exactement. Je garde le nebari takiagari, c'est-à-dire la base de l'arbre, des fois un morceau de tronc, et je repars à zéro pour créer le reste. Voilà. Alors cet arbre a été est assez connu maintenant en Europe. Il a gagné plusieurs grands prix par des maîtres japonais. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs maîtres japonais, comme Takeo Kawabe, Shimizu Akira, l'ont vu à des moments différents, et ont tous dit par contre la même réflexion. C'est-à-dire, c'est vraiment l'esprit de la montagne. Très bien. Ah ouais, et pour dire ça sur un feuillu, quand même, c'est fort. C'est très fort. C'est fort. Ouais. Alors, c'est vrai que si on a l'habitude d'aller se promener en montagne, il y a beaucoup de hêtres qui sont marqués comme ça. Pour moi, c'est le roi de la montagne en caduc, le hêtre. Et vraiment, on ressent bien ça. Alors, dans la composition, j'ai rajouté un kakejiku avec la montagne, on va dire pour les néophytes, pour que les gens comprennent que c'est la montagne, mais l'arbre suffit à lui-même, on montre bien ce paysage. Le pot? Le pot, c'est un pot que j'ai demandé à Patrice Bongrand, qui était un céramiste français, de créer ce pot, cuit au four à Nagama, je crois. Ouais. Tu as choisi un pot profond rond. Pour la forme semi-cascade. Ok. Je trouve que la teinte s'harmonise très bien. Bien sûr, il ne prend pas la vedette. C'est une pièce magnifique et les proportions sont parfaites, je pense. Là, on a un petit okimono en bronze. Je voulais en venir là. Donc c'est une pièce que j'ai achetée aux enchères qui date du XVIIIe siècle. Ok. Et on a le petit samouraï qui s'assoit sur une roche et qui contemple la beauté de cet arbre, la beauté de la montagne. Oui, parce qu'il faut rappeler que quand on fait une présentation, quelque part, on raconte une histoire. C'est ça. On raconte une histoire, on montre un paysage, on montre la beauté de la nature. Ok, bah écoute Bruno, merci pour... Mais je t'en prie, merci à vous. Pour ce tour de collection. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous de la vidéo, je transmettrai à Bruno aussi. Je vous mettrai tous ces liens, tous ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mes sites internet. Tes sites internet. T'as la place encore dans ton école? Oui, bien sûr, j'ouvre une classe par an. Donc je vous mettrai aussi un lien pour, si vous êtes intéressé, à aller sur Lyon pour suivre des cours avec Bruno. Et puis écoute, je te dis un merci. Qu'est-ce qu'il faut que je te souhaite? Que ça continue le plus longtemps possible. Allez, merci à toi. Merci Bruno. Ciao. Bonne journée.